leur cache absolument rien. Ses amis peuvent venir, comme lui, il va chez ses amis. Il peut avoir ou ne pas avoir de relation. Je peux le savoir avant ou après. Ça ne m'importe peu. Je pense que c'est lui qui prend ses décisions et qui les prend en consultation post ou pré avec moi. Est-ce que vous avez toujours pensé comme ça? Votre Oui. fils, c'est le jeune garçon qui est à côté. Oui. Il a quel âge? 17 ans. 17 ans. Même quand il avait 14 ans, 15 ans, vous aviez toujours cet esprit ouvert? Oui. Oui? Oui, ce que j'aimerais savoir, par contre, c'est de mon père puis des autres parents, savoir si, à part permettre la relation dans la maison, si jamais ils accepteraient de partir de la maison pendant la relation. Bon, il semble que ce soit important parce que c'était souligné par quelqu'un d'autre aussi. Tout à l'heure, il y avait cette jeune fille qui nous disait « Moi, c'est bien de valeur, mais je ne ferai pas ça pendant que mes parents sont là. Bon. Alors, on va revenir aux parents, peut-être, qui sont... Minou Petrovski, est-ce que vous auriez la grandeur d'âme d'aller jusqu'à accepter de quitter la maison éventuellement pour laisser un peu plus d'intimité à ces jeunes-là? Oui, justement, mais moi, j'aimerais bien qu'on concentre ça sur l'amour, parce que moi, ça m'agace un peu cette façon hygiénique, là, d'avoir ses besoins à la maison ou bien de les faire ailleurs, contre le mur ou debout, ou je ne sais trop où. Ça me choque profondément. Ce n'est pas ça, c'est d'avoir une intimité avec quelqu'un, d'être seul. C'est délicat, c'est fragile, un jeune qui commence à avoir de l'amour, des sentiments, tout ça. Et alors, on parle, oui, bon... je vais pas lui mettre les draps et puis je vais lui donner des serviettes en disant, vous voulez un bout de savon? Je veux dire, c'est pas concevable pour moi, ces choses-là. Ben non, ben si je vous comprends bien, vous ne seriez pas d'accord, par exemple, qu'on amène chez vous des amours de passage ou... bon, je pense pas que mes enfants... Je n'ai pas cette façon de véhiculer les sentiments. Donc, eux, ils ont grandi là-dedans et ils savent que je suis une personne très ouverte, très compréhensible, très généreuse dans le sens où je peux lui donner ce qui va le rendre heureux, ou bien à mon fils ou à ma fille, mais de ne pas traiter ça à la légère. Je trouve qu'on parle de ça comme, bon, alors il faut qu'ils y passent, allons-y, je pars cet après-midi, je te laisse la maison, puis débrouille-toi. Non, c'est pas ça, c'est tranquillement, un peu de l'affection, de la tendresse, on pose des questions, oui, et un jour il amène une fille, qu'elle soit... D'abord, le monde qui se développe et qui veut s'agrandir, pour se développer, il doit se multiplier. Alors, si j'ai une relation sexuelle, quel que soit l'âge, c'est un don que je fais à l'autre, je me donne. Mais dans le don que je fais, je représente toute l'humanité qui veut se reproduire à travers moi. Mais en même temps que je fais cet acte, que l'autre m'accueille, il faut qu'il y ait une solidité, on irait même jusqu'à dire indissoluble, parce que nous visibilisons un autre élément, c'est-à-dire le mystère de Dieu. Dieu a une parole, et Dieu peut parler à droite parole. Alors Dieu a dit, justement, cet acte-là est un acte qui visibilise l'amour de Dieu pour son peuple ou l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Alors, il faudrait peut-être comprendre que nous sommes en même temps qu'amoureux, la représentativité. On représente une communauté de personnes et on visibilise un mystère qui nous dépasse. Et c'est ça qui nous fait un peu mal pris, là. Oui, mais M. Brochet, tu sais, quand on dit qu'il y a 50% des jeunes qui ont une vie sexuelle active, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, le 50, moi, je pense qu'on est après le donner pour pouvoir l'obtenir. J'ai l'impression, parce que ça fait au moins 30 ans que je suis dans l'enseignement, au niveau au niveau des adultes et des jeunes adolescents, quand je les regarde, mes jeunes en classe secondaire 3, j'en vois des jeunes qui pratiquent cette chose au sévère ou dans la liberté d'un parent qui lui donne toutes les libertés. Mais je ne compterais pas 10% de mes élèves quand je les regarde. Bon, ben on va aller voir si... Là, je dis, on est après faire un petit jeu qui est dangereux. Pour pouvoir l'obtenir, j'aime pas ça. Bon, on va aller voir. On gonfle les chiffres quand on dit 50% des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui ont une vie sexuelle active. Non, je crois pas qu'on les gonfle. À travers le Canada, c'est sûr que les statistiques sont pas pareilles dans l'Ouest que dans le Québec, mais je pense qu'on peut dire que
des jeunes. Peut-être dans certains milieux, c'est moins que la moitié, peut-être dans d'autres milieux, c'est plus. 50% des jeunes, sûrement. Mais à quel âge est-ce que c'est? Les statistiques diffèrent selon qu'on les fait dans une partie de Montréal ou dans l'autre. Je pense que c'est la réalité. Madame ici qui levait la main, là, tout à l'heure. Moi, ça a été possible pour mon fils d'avoir des relations sexuelles chez nous. Je pense qu'il n'a pas eu de permission à me demander et j'en ai pas donné officiellement, mais ça allait de soi depuis longtemps que ça faisait partie du développement psychosexuel des enfants et que ça allait pouvoir se faire. Ça s'est fait quand même relativement tard. Je crois que quand on veut accompagner ses enfants là-dedans, même si ça se passe plus ça se passe tôt, me semble, plus ça devrait se faire chez nous. Dans ce sens qu'on peut en être au courant, on peut parler avec les enfants. Il y en a qui ont citation, en tout cas, chez nous, ça n'a pas été incitatif de laisser à un moment donné savoir que des relations sexuelles, ça se peut, qu'on n'a pas, c'est pas nécessaire d'avoir le statut d'âge adulte pour avoir des relations sexuelles. Quand on pense que c'est incitatif, je crois qu'on se trompe chez moi. De goût très jeune. Oui. Les enfants ont le goût de le faire très jeune. Comme parents, de souligner qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on souhaiterait qu'ils attendent davantage. Et si, en même temps, on leur ouvre la maison et on leur permet que ça se fasse à la maison, est-ce qu'il n'y a pas comme une contradiction là-dedans? On peut leur dire qu'on n'est pas... Ça sera quand ils seront jeunes. Par exemple, je pense que j'ai fait de l'intervention. Les parents, quand il était question de 13, 14 ans, n'étaient pas d'accord. Puis ça se comprend. Ça se comprend, ils viennent pratiquement juste de finir de jouer à la Barbie. Mais quand même, je pense mais que si ça devait se faire, moi en tout cas, si ça avait eu lieu aussi jeune que ça, j'aurais préféré chez moi. C'est pas obligatoire, je les pousse pas, là. Mais j'aurais préféré que ça se fasse chez moi, pour être tout près, pour parler avec eux autres, et puis me rendre compte par moi-même si c'est si dramatique que ça, parce que je pense que des jeunes à 13-14 ans peuvent avoir... Il y a quelqu'un qui disait dans une autre émission qui a eu lieu sur le sujet qu'elle avait eu sa première expérience sexuelle à 13 ans et que ça avait été très bien, et qu'elle en parlait avec une autre amie qui avait attendu jusqu'à 17 ans, puis elle, ça n'avait pas été si... Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je sais que les parents sont pas favorables à ce que ça ait lieu en bas de 15 ans, mais moi, je me dis, raison de plus que si ça a lieu en bas de cet âge-là, que ça ait lieu chez nous, pour être plus proche. D'accord. Juste ici. Je pense qu'il faut pour les parents, il faut qu'ils suivent l'évolution de l'enfant. Il faut qu'il en parle, il faut qu'il y ait un échange entre le parent et l'enfant. L'enfant doit dire où il est rendu dans son évolution, qu'est-ce qu'il a le goût de vivre. S'il a juste besoin d'intimité, pourquoi le parent lui interdirait cette intimité-là? Si le parent n'est pas d'accord à ce qu'il aille jusqu'à un certain degré, qu'il en parle avec l'enfant, mais qu'il y ait un échange entre les deux pour voir qui a besoin de quoi, là. C'est quoi les besoins de chacun des deux parties? Juste à côté. Moi, je pense que quand on parle d'âge, je pense qu'il y a divers genres de relations à avoir avec des gens d'un autre sexe dans la vie avant la relation sexuelle. Je pense que dans la vie, des relations de jeu, d'activité, de sport, d'études, de camaraderie, je pense que c'est important, aussi important que la relation sexuelle. Puis c'est des stops comme des feux rouges sur la rue qu'il ne faut pas brûler. Puis je pense qu'ils sont importants de vivre au moment où c'est le temps de les vivre, où on se sent prêt de les vivre. Puis quand on dit que les parents, leur place, c'est pas d'être à l'extérieur. Pour moi, c'est pas d'être à l'extérieur quand ça se passera ou quand ça s'est passé. Parce que je sais pas où ce qu'ils devraient être. Sinon, mes parents, je pense qu'ils font partie de ma vie. Je fais partie de leur vie. Comme j'espère que mon compagnon fait partie de leur vie, puis qu'il fait partie de leur vie, puis eux autres font partie de sa vie. Alors, je vois pas pourquoi ils devraient être à l'extérieur. Je pense que c'est dans la communication d'abord et avant tout. Puis, que ça soit fait dans une communion, qu'on sache
à quoi s'attendre puis qu'on se mente pas, qu'on soit franc. Ce qui veut dire que tu serais pas gêné éventuellement d'avoir des moments d'intimité à la maison chez toi, alors que tu sais que tes parents sont là, sont présents quelque part dans la maison. Moi, je pense que je serais pas à l'aise de savoir, premièrement, intimité, je pense qu'on peut définir ça. Il y a intimité sexuelle, génitale, tout ça de très, très personnel. Il y a aussi de l'intimité qui est tout simplement de l'affection, de la tendresse, puis d'être près. De l'intimité, ça peut être de se prendre la main, ça peut être de se donner un bec quand il rentre, ou je pense que faut pas que la génitalité soit un point en tant que tel. Faut pas que ce soit un but en soi, mais disons que c'est un but qui est à atteindre, peut-être dans la relation sexuelle, surtout au point de vue de la reproduction, mais je pense que je le ferais quand mes parents, je saurais qu'ils seraient là, puis en accord, je pourrais pas le faire contre leur volonté ou contre leurs valeurs. Je pense qu'ils méritent un respect, ils nous ont élevés, puis ils méritent notre respect. Est-ce que tu en parles facilement avec eux? Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup à la maison, mais je pense que je suis peut-être chanceuse d'avoir été capable d'aller chercher dans mes amis ou, personnellement, moi, ce que j'avais besoin, mais pour des jeunes qui sont peut-être pris ou seuls, pas facilement qui ne rentrent pas facilement en communication, ça peut être plus dur d'être dans une famille où on n'en parle pas beaucoup. Monsieur Fontaine. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'on m'a peut-être mal compris tout à l'heure. Je disais pas qu'on les incitait, mais je disais il faut quand même attendre qu'eux fassent la démarche. Enfin, on est ouvert, on est prêt à discuter des problèmes avec eux, mais il ne faut pas non plus les pousser. Moi, c'était ça. Je prends le gars de 14 ans, je veux dire, il n'en a pas parlé encore, il n'en a pas suscité le besoin ou le désir. Alors, c'est pas à nous, c'est dans ce sens-là. Mais par contre, le jour où il m'en parlera, moi, je pense, oui, d'être assez réceptif. Mais je pensais qu'il y a un autre problème aussi, qui était celui de l'aménagement. Je pense que c'est ça, quand on parle de... Est-ce que ça doit se passer à la maison? C'est tout l'aménagement de la famille. Comment ça se vit, ça? Nous, on en a un. Mais je dis ceux qui en ont 2, 3, qu'est-ce que ça devient? C'est-tu... tu sais, chacun... Je pense qu'en tant que parents, nous... respecter les enfants, intimité, je veux dire, on essaie de la conserver. Une chose pour les enfants. Et moi, ce que j'accepterais pas, c'est de me retrouver en... La petite fille s'installe, puis là, on est rendu, on est à la maison, tu sais. Encore, tu sais. Et ça... Oui, c'est ça. Ça se discute, ça se dit. Je veux dire, en me prenant mon café et en lisant mon journal. Bon. Ça peut être agréable, mais... Bon. Ben, j'aimerais ça entendre d'autres parents aussi sur ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas. Oui, madame. Moi, je n'accepte pas. Mon garçon, 14 ans, s'il arrive puis me dit qu'il va emmener une amie à 13-14 ans, je suis pas d'accord que c'est trop jeune. Mais si, par contre, qu'il arriverait qu'il aurait 17 ans, qu'il me dirait... Il y a un ami qui fait 2-3 mois qu'il sort avec, parce qu'à cette heure, il se couche de bonne heure, hein, une semaine, il couche, là. Il dirait, maman, je sors avec, je l'aime, puis tout ça, puis ça fait 2-3 mois, puis il me demande de l'emmener à la maison. Je serais réticente, mais j'écoutais parler le jeune homme tantôt, puis il disait qu'on fait l'autruche. Que si on sait qu'il va coucher s'il le demande à 16-17 ans, on ne dit pas à la maison, mais on sait qu'il le fait ailleurs, c'est l'autruche. Je le permettrais dans un sens si je sais que la relation est amoureuse, que c'est seulement pas juste pour avoir des relations parce que
faut qu'il fasse comme tout le monde ou qu'il en ressent le besoin, mais que si je lui permets une fois, il va en emmener des différentes à toutes les semaines. Mais moi, je dis que ça dépend de l'âge. Moi, pour ma part, je trouve que l'âge normal, ça serait environ 16-17 ans. Mais pour les autres, ça dépend. Ça dépend de l'âge et ça dépend du genre de relation, Ça d'après ce dépend, que vous c'est ça. dites. Si c'est une amie là, qui dit qu'il est en amour, puis même si je sais qu'il se mariera pas avec, mais je sais qu'il va faire un bout de chemin avec, je le permettrais. Monsieur Potier, est-ce que comme ça que vous placez, vous aussi, ou est-ce qu'il y a des choses... Je pense ne décide pas si le jeune est prêt ou pas à avoir ses premières relations. À ce moment-là, c'est... Je le permettrais. Monsieur Potier, est-ce qu'il y a un genre de contrainte comme ça que vous placez? Aussi, c'est qu'à ce moment-là, je pense que des choses se font de façon tout à fait naturelle. Le contexte sentimental, émotif qui entoure la situation, ça souvent, c'est parce que ça s'est discuté longtemps d'avance. Alors, on a suivi une évolution. Et à ce moment-là, en tout cas dans mon cas, moi, je n'ai pas eu à m'opposer. C'est ça, vous n'avez vraiment pas été pris par surprise. Non, et je pense que c'est... Finalement, là. Pareil, parfois, un individu, un jeune, aurait peut-être besoin davantage. De son cheminement n'aura pas nécessairement. Alors, ça reste de communication, de confiance. Julie? Tantôt d'une évolution, on atteint avec ça la maturité. On revient toujours au niveau de la maturité. C'est à nous autres de décider vraiment voir si on est prêt. C'est certain, comme la dame parlait tantôt, il y a une question d'amour aussi. Pas amener un chum à tous les jours, c'est pas correct. Mais c'est à nous de voir si vraiment on est prêt, si vraiment on aime la personne. Puis il faut aussi penser avant d'agir, c'est-à-dire les paquets de problèmes, les peines qu'on peut avoir, les joies. Il faut penser à tout dans le fond, mais c'est à nous vraiment de savoir si on est prêt. C'est pas... mon père peut pas dire ben non, t'es pas prête. Il peut pas penser pour moi. Est-ce qu'il peut t'aider à voir un petit peu plus clair là-dedans? Est-ce que d'avoir des discussions avec lui ou d'avoir des discussions avec ta mère, ça peut te faire comprendre que peut-être tu es en train de brûler des étapes, que peut-être tu vas avoir des relations sexuelles parce que tout le monde en a autour de toi, puis tu voudrais faire comme les autres? Il faut pas se fier sur les autres. Il peut m'aider en parlant. Je peux y compter... je peux y compter qu'est-ce qui s'est passé, dire... Il peut m'aider d'un certain... Mais encore là, il peut... Il peut pas réchapper.
mis dans un problème, c'est à moi à sortir de ce problème. Oui, bon, moi j'ai 16 ans, OK, puis mes parents, depuis que je suis jeune, ils m'ont toujours accordé la patience de m'écouter quand j'ai envie de parler de quoi que ce soit de ça ou de n'importe quoi d'autre. C'est normal, comme dans toutes les familles, ça arrive qu'il y a des conflits, mais même à ça, tu sais, ils ont toujours... Je veux... Bonsoir. À la table de Mme Bertrand ce soir, 5 personnes agoraphobes. Bon, OK, on l'a eu, on l'a poigné celle-là. Bon, OK, on va vous les présenter. Ça a l'air qu'il y a bien du monde qui sont poignés de ça. Hein. Gisèle Plante, Jean Desrochers, Micheline Ducap, Nicole de Philippis et Christiane Lanoux. Bonne soirée. OK, c'est correct. Ah bon, OK, à part ça, on va décrire qu'est-ce que c'est, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on parle. Depuis tout à l'heure qu'on parle. Bon, parce que là, la différence entre une phobie, l'agoraphobie, puis les peurs. C'est toi, Christiane, qui vas me dire ça. Je peux bien faire ça. Premièrement, l'agoraphobie, c'est une phobie, OK? Donc, une peur, c'est normal d'avoir peur, je sais pas, devant un ours. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Ça s'appelle la peur. Ça, c'est la peur, OK? Tu manques d'avoir un accident. Bon, en tout cas, ça, c'est la peur. C'est normal d'avoir peur. Tu as été, par exemple, attaqué par quelqu'un, tu ressors le soir sur la rue, tu dis, bon, c'est normal. Ça, OK. Avoir peur d'aller faire son épicerie, avoir peur d'aller à la banque, avoir peur de rester seul chez soi, ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir peur. Agora, ça veut dire foule, hein? Oui, mais la définition du terme a changé au fil des années. Là, elle s'est ajustée avec ce qu'on vit. Puis la meilleure définition qu'on donne de l'agoraphobie, c'est la peur qu'on ressent aussitôt qu'on s'éloigne d'une personne qui est sécurisant pour nous autres. Ça veut dire que si, par exemple, ou un objet, ça peut être la maison, ou ça peut être l'auto, ou ça peut être ton mari. Aussitôt qu'il n'est pas dans un parage, là, ça ne marche plus. Là, la personne se sent pas bien, puis elle ressent le besoin d'avoir quelqu'un constamment avec elle. Ça, c'est pas normal. C'est une phobie.
Mais agora, quand même, veut dire... Ça veut quand même... C'est ça, Oui, lieu agora, public. c'est le lieu Et public. phobie, peur. Ouais. Donc, Peur du des lieu lieux public, peur de sortir de la maison, peur d'aller en Les ascenseur. ascenseurs, le C'est métro, l'autobus, traverser le pont, le tunnel. Peur d'avoir peur d'avoir peur. peur, c'est ça. Oui. Alors, c'est pas une peur réelle, finalement. C'est pas la peur de la situation en tant que telle, c'est peur de ressentir les malaises de la peur. Bon, OK, je vais vous raconter une petite histoire qui est mon histoire. Bon, quand j'avais 3 ans, le feu a pris dans la maison. J'habitais sur la rue Ontario et Frontenac. Et le feu a pris dans l'escalier intérieur. Ma mère, qui était seule, mon père était à la retraite à l'église Saint-Eusèbe de Versailles. Ma mère, voyant que le feu envahissait la maison, a pris mes 3 frères et moi. Mes 3 frères étaient plus vieux. Moi, j'avais 2 ans. Et elle nous a jetés dans la neige du 2e étage. Bon, moi, je m'en souviens pas de ça. Mais à chaque fois que j'étais dans un endroit où c'était très haut, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me pousser en bas, puis je vais tomber. Et là, j'ai fait énormément d'angoisse, assez qu'on riait de moi, qu'on disait, ben voyons, qui c'est qui veut tu sais, être invité chez des gens qui vivent au 20e étage, et me dire, et me coller sur le mur constamment. Et on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as à te coller sur le mur? Mais je peux pas vous dire que j'ai peur que quelqu'un me jette en bas, ça se dit pas. Alors, c'était quoi? C'était-tu de l'agoraphobie, ça? C'était une phobie. Oui. C'est une phobie. La phobie mais qui a une cause d'un traumatisme de l'enfance. Une peur inconsciente, finalement, qui fait surface. Bon, est-ce que c'est ça qui vous est arrivé, vous autres? Oui. Ben oui. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ta peur à toi? Bon, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment, j'ai vécu des situations dans une même période, là. J'ai eu à vivre, justement, un feu. Puis le panneau d'électricité a sauté, donc c'était une situation. C'était avec quel âge? Oh, c'est en 77. Ah bon? C'est okay. C'est pas dans ton enfance, là? Non, c'est derrière, mais c'était peut-être quand même des peurs là, qui étaient là. Mais j'ai quand même vécu un début d'incendie. Et à la suite de ça, ben, il y a eu une séparation aussi dans la maison, c'est-à-dire dans mon entourage. Et suite à ça, j'ai dû prendre une belle maman. Donc, je me suis épuisée physiquement et psychiquement. Puis ça, tu t'en rends pas compte, tu sais, finalement, tu deviens anxieuse, puis tu continues quand même à fonctionner. Ben, je sais que moi, je conduisais mon auto, je sentais que ça allait pas tellement bien, puis je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire à des cours de peinture. Puis en m'en allant à mon cours de peinture, tout à coup, j'ai senti un malaise. Ça dure 3-4 minutes, c'est pas long le malaise. Il dure que 3-4 minutes, mais ce malaise-là est tellement intense qui fait que tu restes traumatisé par ce malaise-là. Tu veux mourir? Non, c'est un malaise physique, mais ce que tu vis dans ta tête, tu as vraiment l'impression que tu vis la mort. Tu as vraiment l'impression que tu as peur de mourir. Oui. Fait que c'est ce qui fait que ce malaise-là, tu veux plus l'éprouver. Mais tu le ressens qu'une seule fois. Moi, je l'ai ressenti seulement qu'une seule fois, ce malaise-là. Moi, par exemple. Non, moi, je l'ai eu qu'une seule fois. C'est suite à ce malaise-là que tu veux tellement pas le ressentir que c'est là que tu fais de l'évitement. Mais moi, je n'ai pas fait de l'évitement. Qu'est-ce que tu entends par l'évitement, là? C'est-à-dire que quand on a un malaise... T'évites une situation. Tu dis, bon, ben, je ne retournerai pas en auto parce que il va m'arriver d'autres malaises. Mais, par contre, moi, je n'ai pas fait cette association-là dans ma tête. Je me suis dit... Premièrement, je suis allée chez le médecin, puis je me suis dit, ben, il me dit que c'est de l'anxiété. Puis moi, de l'anxiété, ben, comme je ne suis pas médecin, je ne pouvais jamais imaginer que l'anxiété pouvait amener à un malaise comme ça, parce que c'est un épuisement quand même physique. Puis il y en a d'autres personnes qui deviennent agoraphobes suite à un décès. Mais écoute, est-ce qu'un médecin ne peut pas dire, madame, vous faites une petite dépression, prenez 3-4 Valium? Oui, bien sûr. C'est ça qui nous dit à tout coup. Ça veut dire, d'ailleurs. Tout le temps. Oui. Quand tu n'es pas médecin, ben, tu ne peux pas imaginer que l'anxiété, hein, même si tu dis que tu es anxieuse, tu peux jamais imaginer. Bon, est-ce que les Valium, c'est un remède à ça? Parce que non, c'est une béquille. C'est une béquille. C'est une béquille. Ça peut toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ben moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais sur le métropolitain et puis... il y a combien de temps, ça? Ça fait, mon Dieu, 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je roulais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des palpitations, à avoir des chaleurs, puis avec l'impression que j'allais perdre connaissance, OK? Que j'allais vraiment m'évanouir, OK?
Là, je me suis dit, je vais perdre le contrôle. Puis le flash qui s'est fait dans ma tête à ce moment-là, c'est que c'était comme ça que les gens perdaient la maîtrise de leur véhicule. Bon, OK? Je suis sortie de là, puis là, j'étais certaine que j'allais mourir, que j'allais perdre connaissance. En tout cas, là, aussitôt que j'ai été sortie, ça allait bien. Je continue à rouler, ça recommence. Puis ça, cette sensation-là, moi, dans notre langage, à nous autres, on appelle ça des attaques de panique, OK? J'en ai eu peut-être 15 en m'en allant chez nous, OK? Puis j'ai pas été capable de retourner au travail avec ma voiture parce que là, je dis non, ça se peut pas. Je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit des antidépresseurs, quelque chose pour les nerfs, des pilules pour le cœur parce que j'avais des palpitations, puis des somnifères pour dormir. Je me suis retournée avec ça chez nous. Là, tu prends à peu près 10 pilules par jour, là, tu deviens un vrai zombie. C'est toujours pas ce que tu as, puis à chaque fois que tu sors, t'arrives la même chose. Moi, c'était en voiture. Là, qu'est-ce que tu dis, Christiane? Est-ce que tu dis pas « je suis la première fois » Ah, exactement. Oui, moi, j'étais certaine moi, j'ai que associé ça à une cause physique. C'est ce qui fait que je suis pas devenue agoraphobe tout de suite. Ça a pris 8 ans avant que je devienne agoraphobe. Parce que ça a été de l'anxiété généralisée, dans mon cas à moi. C'est-à-dire que à suite à ce malaise-là, je me suis dit, ben, ça se peut pas que l'anxiété peut m'amener à ça. J'ai sûrement quelque chose dans le cerveau. Donc, je suis allée voir un neurologue. Ouais, moi aussi. Et suite à ça, je me suis dit, ben, c'est peut-être une préménopause. Donc, je suis allée voir un gynécologue. Et non, finalement, j'ai lu un article à un certain moment qui disait, voulez-vous vous débarrasser de votre anxiété? Bon, je suis allée voir un hypnologue. Dernière personne que je suis allée voir. Et l'hypnologue, juste à le regarder, m'ont dit, il me faisait peur. Parce que déjà, hein, j'avais des peurs. Fait que juste à imaginer, l'hypnologue, j'avais même peur qu'il me fasse faire des choses que je voulais pas faire. Donc, mais il m'avait quand même aidé, cet hypnologue-là. Il m'avait dit... Parce que moi, je lui parlais que j'avais des débattements de cœur, parce que finalement, j'en ai pas eu d'autres grosses crises de panique là, totale. C'était des bouffées d'anxiété qui étaient très désagréables. Et l'hypnologue m'avait dit à un certain moment, tes débattements de cœur, c'est toi qui les provoques, par l'anticipation. Donc, il m'a dit, prends ta main, elle bouge pas ta main, là, présentement, fais bouger tes doigts. C'est toi qui commandes à tes doigts de bouger. Donc, quand ton cœur se met à paniquer, c'est que quand on commence à avoir un petit malaise physique, ça s'en va tout de suite dans la tête, c'est-à-dire de l'anticipation. On anticipe tout de suite, ça recommence. La peur d'avoir peur, oui, c'est ça? La peur d'avoir ce fameux malaise. Puis tu l'éprouves pratiquement plus jamais, ce malaise-là. Il y en a qui l'ont quelquefois. Mais aussi intense. Mais il n'y a pas juste un malaise. Tu en as plusieurs malaises. C'est ça. Tu en as 56 bon, malaises. Toi, Jean, là, écoute, toi, Jean, bon, il paraît que 80 des agoraphobes sont des femmes. Oui. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'es dans le 20 C'est ça. Comment ça se fait? Comment tu m'expliques ça, toi, que les gars ne sont pas agoraphobes? Il n'y a pas d'explication là, spécifique pourquoi en ce moment, là, pourquoi que les hommes sont pas agoraphobes. Ben, moi, j'en avais peut-être une. T'en as une? Ben, disons que nous autres, il y a des psychiatres qui disent, bon, ben, les hommes, il semblerait que ce serait la boisson. C'est-à-dire que 50 des alcooliques sont agoraphobes. C'est-à-dire des gens qui évitent un paquet de situations. Mais c'est certain, si tu prends 3, 4 ou 5 ou 6 gins, tu vas y aller partout où tu as peur. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'aller en ascenseur, par exemple, tu vas t'envoyer un petit gin avant, t'es correct. Ben, c'est ça. On va prendre des activants ou du Valium ou des médicaments. Oui. C'est ça. Mais de par l'éducation, je pense qu'un homme, c'est pas supposé avoir peur. C'est ça. OK? Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont passé par-dessus cette peur-là puis qui se sont dit, non, c'est bien de valeur, moi, mais ils m'auront pas. Je n'y ai pas dit que je serais pas capable d'aller au dépanneur. Alors, ils ont combattu dès le départ, puis ce que nous autres, on n'a probablement pas fait. OK? On s'est laissé vraiment ensevelir, là, tu sais. Puis c'est ça, par l'éducation, les hommes, tu sais, c'est ça, t'as pas peur, tu pleures pas, t'es fort, puis ils passent par-dessus ça. Il y en a beaucoup qui réussissent à passer par-dessus cette phobie-là. Par contre, il y en a d'autres qui s'en vont dans l'alcoolisme, comme ça. Puis... Alors, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean? Moi, j'avais peur de mourir. C'était dans une salle dans le cinéma. C'était arrivé tout bonnement comme ça. J'étais au cinéma avec une amie, puis là, j'ai dit, je meurs, faut que je sorte d'ici. Je meurs, ça y est, maintenant je meurs. Puis là, j'ai dit, ben là, je ne pouvais pas conduire mon auto, j'étais en voiture. Puis là, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, emmène-moi à la Cité de la Santé, c'était à Laval. J'ai dit, parce que là, je suis en train de faire une crise cardiaque. Il y a quelque chose qui se passe, là.
Là, on m'emmène à la Cité de la Santé, bon, la pression, tout ça. Là, la dame qui était à la Cité de la Santé a dit, mais ne paniquez pas, ne paniquez pas. T'es sûr que tu vas mourir, ne paniquez pas. Vous faites de l'hyperventilation. Vous faites quoi? Là, j'étais là, c'est quoi ça? Mais elle a dit, vous allez souffler dans les sacs. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir, ils me font souffler dans les sacs. Là, ils m'ont fait souffler dans les sacs pendant 3/4 d'heure de temps. Puis là, ça s'est stabilisé, c'est-à-dire tous les symptômes physiques que j'avais. L'hyperventilation, ouais, je pense que tu as trop de gaz carbonique. Trop d'oxygène. Ouais. Donc, tu ressens tous les malaises, là. J'avais la bouche très sèche. Les doigts, je ne sentais plus mes doigts. Tu penses des étourdissements. C'est de l'anxiété, ça. C'est de l'anxiété. Oui, oui. Ben, c'est là, le médecin, quand il m'a vu à l'urgence, là, il dit, êtes-vous surmené, M. Desrochers? Là, c'est ainsi. Bon. On peut tous être un peu, ou tout qui ne l'est pas. Ça a commencé comme ça, moi, mon agoraphobie. En fait, là, mais le savais-tu, est-ce que quelqu'un t'a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous êtes agoraphobe? Non, 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 c'est pas arrivé comme ça. Ça arrive jamais, ça. Mais comment... On découvre tout seul. Ben, c'est ça qu'on a peur. Micheline, toi, là, qui paraît-il a eu beaucoup de difficultés à venir ici. Parce que toi, t'es dans ça, là. T'as peur de tout en ce moment. Oui, là, je suis dedans, là, en ce moment. Comment ça t'est arrivé? Ça a commencé... Moi, j'étais chez une amie. Oui, c'est ça. J'étais chez une amie. Il fallait que je m'en retourne chez nous. Elle restait à Montréal. Moi, je restais en banlieue. Il fallait que je m'en retourne en autobus. Ça m'a pris là. J'étais assise en arrière. Puis là, tout à coup, je me suis dit, je vais mourir ou bien je vais faire mal à quelqu'un ou je vais perdre le contrôle. Je suis partie, je suis allée parler au chauffeur. Je disais, là, tu me débarques ici. Il dit, ben, tu vas attendre, il y a un autre arrêt. Puis je disais, non, non, c'est ici, j'aurais... Je l'aurais arrêté moi-même, l'autobus. J'étais sûre que j'étais pour mourir. Ou si je ne mourrais pas, je ferais mal à quelqu'un. J'avais peur de perdre le contrôle. Perdre le contrôle de toi. Oui. Perdre le contrôle, faire mal à quelqu'un. Bon, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, t'es allé chez vous. Comment ça se fait que tu en es venu, là, comme à ne pas être capable de sortir de chez vous? Moi, je ne l'ai jamais dit, j'en ai pas parlé. J'ai entretenu ma peur. C'est à toutes les places que j'allais, ça se reproduisait. Je faisais les associations. Je disais, l'autobus, c'est fini, le métro, c'est fini, sortir sur la rue, c'est fini, rester seul chez nous, c'est fini. Où tu t'en vas, ben là, qu'il y ait quelqu'un avec moi, c'est pas important. On soit 10, que je sois seule, le malaise. Il a amplifié avec les années. Dis-moi, Micheline, est-ce que t'as pas eu peur, à un moment donné, de dire, je suis après, virer folle? Oui. Moi, je l'ai cru à 100% pendant longtemps. J'ai fait 2 ans de psychiatrie. Tu as été 2 ans? Oui, pour l'agoraphobie. Il n'y a personne qui m'a dit. C'est-à-dire que tu n'étais pas là pour agoraphobie parce qu'ils ne te l'avaient pas diagnostiqué. Je me suis rendue là avec ces symptômes-là. Oui. Ils m'ont dit, on va t'aider. J'ai dit, bon, ben OK. Moi, de toute façon, je n'étais plus capable de me supporter. Que je sois n'importe où sur la planète, je me disais, bon, ben je suis folle, c'est correct, ils vont m'aider. Puis, c'est ça, j'ai pris des médicaments, il y a eu le traitement, là. Puis, il n'y a personne qui m'a jamais Comment dit le traitement? La médication, l'hospitalisation. C'est ça, dans un hôpital psychiatrique. C'est ça, ils m'ont fait faire de l'ergothérapie en me disant que je me détendre. Une personne agoraphobe est hospitalisée quand même. C'est très rare qu'une personne agoraphobe est... C'est que personne, juste une seconde, personne, à ce moment-là, à l'hôpital psychiatrique, t'a dit, c'est pas grave, c'est de l'agoraphobie, puis on sait quels sont les traitements. Il y a un stagiaire. Ça faisait 1 an et demi à peu près que j'étais là. Lui est arrivé comme ça. Il m'a dit, bon, écoute, je vais te prendre un bout de carton après ton paquet de cigarettes, je vais t'écrire ce que t'as. Il m'écrit agoraphobie. Il dit, lis beaucoup là-dessus. Va-t'en ici, t'as pas d'affaires ici. Je vois pas comment ça se fait. Parce que c'est très grave, tu sais. Comment ça se fait que les médecins ne savent pas ce que c'est que l'agoraphobie? Parce que l'agoraphobie, c'est la peur des lieux publics. Pour eux autres, les médecins, c'est la peur des lieux publics. Mais finalement, c'est pas seulement que la peur des lieux publics. C'est la peur d'avoir peur d'avoir d'éprouver ce fameux malaise-là. C'est ce qui venait à dire que ce malaise-là, il est tellement fort, même si tu l'as qu'une seule fois, comme je l'ai eu qu'une seule fois, tu t'en rappelles tellement de ce malaise-là que tu peux
te rappeler la journée, l'heure, ce que tu portais, où tu allais. Ouais. Tellement, Oui. c'est exactement comme une personne qui a un grave accident, là. Il va dire, ben moi, mon Dieu, il a vraiment échappé à la mort. Ben l'agoraphobe, parce que tu n'es pas encore agoraphobe, tu es anxieux. Tu deviens agoraphobe suite à ce fameux malaise-là parce que tu as vécu de l'épuisement physique et psychique. Mais je vais finir avec Micheline. Écoute, Micheline, mais là, tu t'es mis à lire sur l'agoraphobie. C'est ça? Non, j'ai pas lu sur l'agoraphobie. Non, qu'est-ce que tu as fait? 6 mois plus tard, je suis sortie de l'hôpital psychiatrique. Je me suis retrouvée en maison d'hébergement. Puis là, je disais, bon, mais c'est l'agoraphobie, j'aimerais ça apprendre quelque chose, mais je pouvais pas. Je pouvais même pas sortir de ma chambre. Je me levais pas debout non plus. J'étais tout le temps couchée. Fait que je pouvais pas aller m'en chercher de la documentation. Tellement tu étais sûre que le monde se refermait sur toi. Moi, j'étais sûre que je faisais un mouvement, puis je tuais quelqu'un ou je me tuais. C'était un des deux. Fait que je bougeais plus. J'étais tout le temps couchée dans le noir, plus de lumière, jamais. Tu as eu peur, toi aussi, de tuer? Oui. De faire mal à quelqu'un. De faire mal à quelqu'un. Bon. Mais c'est inouï, cette histoire-là. Parce que pendant que vous parlez, là, bon, tu sais, quand j'ai des invités, je me dis, bon, est-ce que je suis concernée, tout ça? Je me suis dit, non, je suis pas tellement... Et là, plus ça va, plus je me reconnais. Plus je me reconnais. Moi, j'ai eu peur des voleurs d'une façon absolument maladive. Tu sais, c'est complètement fou d'avoir peur à ce point des voleurs dans une maison. Oui, c'est quand même une peur réelle. Non, mais non, il n'y en avait pas, là, de voleurs. Ça devient une obsession, une phobie. Alors, on est tous très près de ça, finalement. Oui, définitivement. Toi, Gisèle, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est arrivé en juillet 86. J'oublierai jamais la date. C'est le 7 juillet 86, en retournant travailler. Puis, ce qui a provoqué ça, je suis sûre, il y a eu un paquet de changements là, qui s'est fait dans une courte période. Là. Puis, je pense que mon système n'a pas accepté ça parce que j'étais déjà probablement agoraphobe avant. Parce que j'avais fait une grosse crise l'année avant. Je me suis ramassée à l'urgence, moi aussi. Les prises de sang, l'électrocardiogramme. Là, moi aussi, là, je pensais mourir parce que là, j'étais chez nous, je regardais la télévision. À un moment donné, j'ai eu une sensation de perte de connaissance. Puis là, aussitôt, je me suis ressaisie. Là, il était 9h moins quart le soir. Puis je me suis ramassée, accroupie sur le trottoir, dehors, en plein mois de mars. Puis là, mon mari est arrivé de la banque. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, là, je veux juste perdre connaissance. Ça n'a pas de bon sens, je reviens plus. Finalement, je suis rentrée dans la maison, puis je me suis assise dans les marches d'escalier, puis c'est ça, là, ça revenait. Puis là, j'avais peur. Fait que là, j'ai dit, je pense que je ne coucherai pas ici à soir, tu vas m'emmener à l'hôpital. Fait que là, j'ai monté à Charlemagne, mais dans le temps que je montais à Charlemagne, là, moi, j'ai eu les palpitations et les tremblements. Je connais pas ça, le tremblement de la mort. Moi, je dis, c'est ça que j'ai eu. Un tremblement incontrôlable. Les dents claquent, les mains, les genoux frappent ensemble. Il faisait chaud dans l'auto. Puis là, l'effet, à la longue, ça a diminué. Puis quand j'étais arrivée à l'urgence, j'étais complètement épuisée. J'étais morte, là. Puis là, je me suis présentée à l'admission. Puis elle a dit, qu'est-ce que vous avez? Puis je dis, si je savais, là, ben, je ne serais pas ici. Finalement, ils m'ont emmenée dans une salle. Ils m'ont fait déshabiller. Bon, là, le médecin m'a ausculté. Bon, il dit, on va prendre des prises de sang, un électro, ici et ça. Mais il m'était sorti des plaques rouges sur le corps, gros comme des vicines. Puis là, ça avait peut-être que... Je sais, moi, quand ça avait commencé, c'était le samedi. J'avais subi un choc. Mais l'effet s'est fait le mardi. Puis là, le médecin, il m'a dit, t'as sûrement eu quelque chose qui t'a bouleversé ces derniers temps. Puis, je dis, oui, c'est vrai. Là, je me rappelais, là. Mais là, je dis au médecin, est-ce qu'il y a du danger que je meure? Est-ce que je peux passer une bonne nuit? Il dit, oui, va chez vous. Puis il dit, tu vas bien dormir et tout ça. Mais j'ai été malade pendant 19 jours, tu sais, que j'étais pris, là, c'est à l'intérieur. Vous avez tous l'air à trouver, c'est ça. Moi, je dis, c'est l'enfer. Quelqu'un qui vit ça, c'est l'enfer. Tu ne souhaites pas ça à ton pire ennemi. Est-ce que vous pensez que c'est une crise cardiaque? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, c'est ça que j'ai pensé, là. Une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale. Moi, c'est la crise cardiaque. Une tumeur au cerveau. Oui. Toi, tu pensais la crise cardiaque, puis... Et toi? Moi, je savais pas c'était quoi, mais j'étais sûr que j'étais pour mourir. Oui, c'est ça. Puis toi aussi, Micheline? Moi, j'étais morte ou je tuais quelqu'un. C'était mort ou tu Je fais une comparaison un peu, peut-être que les gens comprennent. On essaie d'imaginer le gars là, qui est sur le bord de la piscine, là, puis qui a 10 pieds, là, il sait pas 10 pieds d'eau dans la piscine, puis il sait pas nager. Bon, quelqu'un passe à côté de lui, puis il le bouscule. Il tombe dans 10 pieds d'eau. Dans les 40 secondes qu'il va être dans l'eau, c'est pas tout de suite, là. C'est-à-dire, c'est tout de suite qu'il veut sortir, lui. Mais essayez d'imaginer tout ce qu'il peut penser les 40 secondes qu'il veut sortir dans l'eau. Il meurt. Donc, l'agoraphobe, l'anxieux... L'agoraphobe comme ça peut arriver 10 fois, 15 fois dans une journée. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois.
Mais j'ai Et quand toi, même eu beaucoup, d'autres- beaucoup. Moi aussi, Oui, beaucoup, fort, beaucoup. Toi, alors, toi, beaucoup, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, puis moi, c'est arrivé comme Christiane, là, je m'en venais de travailler justement le 7 juillet 86, puis là, j'attends sur la lumière, puis là, j'ai une sensation de perte de connaissance, un picotement qui me monte, part des pieds, puis qui me monte à la tête. Et je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je détache ma ceinture, j'ouvre ma porte, je vais m'asseoir sur la bordure du trottoir, au moins, tu sais, je ne tuerai pas personne. Puis là, la lumière a changé, là, j'ai pris mon volant, puis j'ai continué. J'ai dit, je devrais-tu arrêter à la clinique ou me rendre chez nous? Là, je suis arrivée chez nous, j'étais mal, épuisée, mais nerveuse à l'extrême. Puis là, je dis à mon mari, je veux toujours perdre connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Là, je suis allée à la clinique, mais le médecin, il ne sait pas ce que j'ai. Il dit, t'es anxieuse, t'es ici, t'as ça. Il dit, toi, je pense que t'as la maladie de l'immigrant parce que t'as de la misère à t'adapter. Là, c'est quand j'avais changé de local avec un nouveau patron, nouveaux employés, nouveau, en tout cas, tout nouveau. Puis là, moi, probablement que... Puis là, je m'ennuyais de mon ancien groupe et tout ça, tu sais. Mais je savais que c'était temporaire, mais moi, je l'acceptais pas. Puis là, il dit, c'est ça, les immigrants, ils arrivent d'un autre pays, puis là, ils sont perturbés ici et ça. Mais moi, la phobie, puis là, c'est ça, au volant, mais j'ai encore ce problème-là de conduite, là, parce que j'ai de la misère à conduire mon auto. Là, je peux circuler dans cet hiver. Je peux faire mon épicerie juste dans mon petit patelin, là. Je peux me rendre au travail avec mon auto. Quand je m'en vais le matin, je suis correcte. Mais quand je reviens à 4h30, je suis moins bien. Juste le trafic. Là, j'ai de la misère à contrôler le trafic. Un paquet de C'est une maladie. Non, c'est pas une maladie. C'est pas Alors, malade. c'est quoi? C'est un problème psychologique. C'est-à-dire que tu as eu dur à contrôler. dû à un épuisement. Comme moi, je suis devenue vraiment agoraphobe suite au décès. Là. Je souffrais d'anxiété là, tout le long pendant 8 ans. Mais suite au décès de mon frère en 85, je suis devenue agoraphobe, mais sans arrêter de fonctionner complètement. J'avais comme un territoire où je me sentais en sécurité. Moi, j'ai arrêté de fonctionner. Toi, t'as arrêté complètement de fonctionner, de travailler. T'es plus capable de travailler. Là, je suis allée travailler quand même, mais cet été, j'ai pris 4 mois de maladie parce que j'étais plus capable. Et toi, Michel, ça fait combien de temps que tu travailles pas, toi? Ben moi, c'est ça, je fais depuis 10 ans, je suis agoraphobe. Fait que depuis 10 ans, je fais des emplois temporaires. J'accroche. Bon, je peux me rendre à telle place pendant X temps quand je peux plus me rendre, mais là, j'arrête. Je fais autre chose. Mais c'est terrible. Ben, t'as su quand que t'étais pas folle, que t'avais... Bon, quoi? C'est pas une maladie, c'est quoi? C'est physique et psychique, c'est-à-dire que suite à une C'est un symptôme? Non, c'est un comportement. C'est un problème de comportement. Mais c'est quand même physique et psychique parce que quand même suite à un épuisement, un décès, la mort d'un conjoint... ça dépend de tout ça. Ça dépend Ça dépend de tout chacun parce que moi, c'est bien je veux individuel. dire, si je retourne avant d'être agoraphobe, ça faisait peut-être 4 mois que j'avais fini l'université, j'avais fini mon bac. Puis la dernière session, je veux dire, j'ai passé comme 15 ou 20 nuits debout à prendre 10-15 cafés, bon, étudier. Puis pendant mes études, j'ai toujours travaillé aussi. Fait que moi, mes étés, c'était 80-90 heures par semaine de travail. Donc, ça peut être, moi, dans mon cas, c'était un épuisement. Mais un autre agoraphobe, ça peut être un décès. Ça peut être une autre chose. Puis Une opération. Après une grossesse, c'est fréquent, ça. Une séparation, un divorce, ça peut être... En fait, c'est un épuisement physique. Par contre, il faut être prudent aussi. Il y a des gens qui souffrent d'hypoglycémie et d'anémie, une grande fatigue, peuvent être plus vulnérables aussi, puis ressentir aussi un malaise là, qui les amène à... Mais alors, quand vous allez voir des médecins, donc, ils savent oui, pas. Là, c'est ça, je voulais faire attention parce que tantôt... Oui, mais tantôt, là, ce qu'on disait, là, les médecins ne le savent pas. Mais il faut être conscient aussi que quand on arrive chez le médecin, on le sait pas. Non, mais on ne dit pas qu'on a peur de ci, on a peur de ça. On dit, j'ai un point au cœur, j'ai mal au ventre. Parce qu'aller dire à quelqu'un que tu as peur d'aller au dépanneur, non, c'est surtout pour un homme, ça fait pas très viril. Non, ça fait pas trop viril. Non, de dire j'ai peur d'aller chez le dépanneur, non, c'est vrai. Donc, tu ne dis pas ces choses-là. Tout ce que tu penses, c'est que tu dis, ben, c'est physique, j'ai mal là. Donc, c'est normal peut-être que les médecins n'ont pas... Ils ne savent pas. Mais avant d'être agoraphobe, c'est qu'on était anxieux. Oui. Bon, ben, on est des natures anxieuses. Bon, alors, d'abord, il faut, pour être agoraphobe, un tempérament anxieux. Définitif. Parce que les personnes qui vivent un hold-up même, puis qui deviennent agoraphobes, à cause de ça. Développer une peur obsessionnelle. Par contre, ils peuvent être 10. Mais c'est pas tout bien d'employer le mot peur obsessionnelle. C'est une peur qui prend toute ta vie. Absolument. Et peur irraisonnée. Absolument. La peur qui n'a pas de fondement. Bon, parce qu'une peur
par exemple, je pense à une fille qui a été violée. Ben, Je pense qu'il est normal Ben oui. qu'après, elle s'en va sur la rue puis elle a très peur. Oui, Bon, ça, oui, c'est oui. une peur raisonnable. Oui. Mais quelqu'un qui n'a rien eu de ça et qui a peur de se promener sur la rue, ça, c'est irraisonné. Oui, parce que ça peut aller aussi loin que, par exemple, moi, j'avais peur d'aller sur mon balcon au cas où je me jeterais en bas, OK? J'avais peur de descendre les escaliers parce que des fois que je tomberais, aller m'aller une lettre au coin de la rue, c'était beaucoup trop loin. J'étais pas capable. J'étais chez moi. Là, je me disais, bon, je vais me faire cuire du spaghetti. Ben non, tu mets de l'huile dans l'eau. D'un coup, ça renverse. Là, je mangeais des sandwichs. Ouais. Alors, ta vie est complètement perturbée. Je ramenais mon bain, la porte ouverte, puis seulement quand mon mari était là. Comment vos conjoints, parce et les êtres que vous aimez, comment peuvent-ils vivre ça et comprendre ça? Moi, ça a été... C'est difficile. Faut qu'il... Oui, Moi, ça n'a pas été vivable parce que ça a été une séparation. Toi, ça a causé une séparation. Oui, bien là, ça, je ne vais pas dire que c'est juste ça qui a causé ça, mais je veux dire, à un moment donné, tous les gens qui étaient alentour, ils disaient, ben, il est fou, ou qu'il va te rendre folle. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que c'était ça. Il va te rendre folle, puis moi, je veux dire, là-dedans, je voulais pas non plus que mon conjoint vive ça. Donc, je suis parti, j'ai dit, je vais régler le problème, puis après, on verra. Tu veux pas trop en parler non plus parce que c'est achalant pour le conjoint. Oui. Moi, il a été vraiment esclave. Je veux dire, je sais pas s'il y a bien des hommes qui m'auraient enduré. Je me dis, si j'avais eu un autre mari, probablement, qui aurait dit, toi, ma folle, le sort d'ici. Parce que moi, je l'ai gardé 6 à 7 mois, il fallait qu'il vienne se coucher. Moi, j'étais une couche-tôt. Bon. Puis là, à 9h30, 10h, je m'endormais, puis je m'endormais. Je dis, là, viens te coucher, écoute la télé, il lit, fait n'importe quoi, mais viens, mais dors pas avant moi. Là, il fallait qu'il dorme après moi, là. Là, il écoutait la télévision. Je me suis habituée à ça, d'ailleurs, là. Puis là, j'étais couchée sur le côté, puis je savais qu'il était là, puis je savais qu'il se lèverait pas, tu sais. J'avais confiance en lui, puis... Il a fait ça, probablement qu'il y avait de la pitié. Il m'apprend pitié une secousse parce que j'étais vraiment dépourvue. Mais est-ce qu'il comprenait ta maladie? Il m'écoutait. Il comprend pas parce qu'il ne vit pas. Oui. Mais il sympathise, puis il essaye de comprendre. Puis là, moi, je disais, là, je vais te dire bien franchement, là, j'aimerais bien mieux mourir. Je serais si bien morte, plus de problèmes, Oui, toi plus aussi, Christiane. Oui, toi aussi, Micheline. Ouais. Tu veux pas trop en parler, là, parce que, tu sais, moi, j'étais pourtant m'isoler. Parce que pour pas trop lui en parler, pour pas l'achaler avec ça. Puis quand ça arrivait le samedi, je disais, on va travailler dehors, je vais rester toute seule dans la maison. Mais j'ai fait de l'angoisse, je veux dire, ça a été épouvantable, l'angoisse que j'ai eue. Puis je me disais, si je m'étais pas contrôlée, je pense que je serais agent de Dieu. Est-ce que tu considères que tu es guérie? Non, non, pas pour le moment. Moi, je suis encore là-dedans. Puis j'ai des faiblesses OK, encore. parlons du traitement. Est-ce qu'il y a d'un traitement? Est-ce que c'est des pilules de traitement? Est-ce que c'est le psychiatre C'est une qui piqûre est de pilule. Il y a plusieurs sortes. Bon, mais c'est quoi? Il y a le traitement par désensibilisation là, et relaxation. C'est quoi ça? Bon, c'est dans un autre hôpital, c'est dans un hôpital de Montréal. À Dis-le, Montréal, dis-le. l'hôpital général Oui. qui emploie cette méthode de désensibilisation et de relaxation. C'est quoi? Donc, c'est fait par image. C'est-à-dire que si tu as peur de prendre l'ascenseur, Oui. bon, ils te font imaginer que tu es dans une ascension. Oui, ils te font vivre la situation avec la détente. Par contre, il y a une thérapie qui est encore beaucoup plus efficace, qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est de te mettre, c'est l'immersion qui appelle. C'est-à-dire, si tu as peur de l'ascenseur, t'essaies de te mettre tu te mets en situation de peur. C'est immersion, mais c'est progressif. 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 Tu commences toujours par la petite peur. Comme moi, je n'ai pas arrêté de fonctionner comme Christiane puis Micheline. Mais quand même, j'avais un territoire. Mais j'ai eu quand même des peurs. Peur du tunnel, peur des ponts, peur des ascenseurs, peur de m'éloigner très loin de chez moi. Mais je ressentais quand même la même anxiété. C'est certain que j'avais pas toujours la grosse crise de panique. C'était des bouffées d'anxiété. Mais c'est quand même, c'est tellement désagréable qu'à un certain moment, tu refuses d'aller à un Vous n'êtes pas endroit. les personnes idéales pour gagner un voyage. Non, non, toujours bien peur de gagner un voyage. Vois-tu, je reviens à moi. Là. Je sais que tout le monde, là, chez eux, vont se dire, hey, moi, je l'ai, moi aussi, cette affaire. Donc, parce que moi, ma peur d'être jetée en bas fait que le pont Victoria me rend malade. Alors, j'ai vécu 5 ans à Saint-Lambert et la peur du pont me rend... Je disais, il va falloir que je traverse le pont Victoria. J'ai tellement peur. Moi, j'ai peur de tomber en bas des affaires. Moi, c'est le pont Champlain.
Moi, le pont Jacques. Alors, comment je peux me guérir? Donc, c'est par y aller de plus en plus, tranquillement. Tranquillement. Commencer à y aller peut-être quand il n'y a pas beaucoup de trafic. Choisir des heures. Tranquillement, des heures. Vous garochez en bas une fois pour toutes pour voir que c'est pas si pire que ça. Violette, prends pas tes désirs pour des réalités. Qu'est-ce qu'on fait quand jeunesse? Écoute, mais bon, toi, ça semble être... Te considères-tu guérie? À 100 non. À quoi? 90? 90, 95, oui. Parce qu'il me reste des petites choses. Il y a des petites choses que je ne suis pas encore capable de faire, comme par exemple mon fameux métropolitain, où ça m'est arrivé la première fois, où j'ai eu extrêmement peur. Disons que je commence à l'apprivoiser tranquillement en entrant. Je prends une entrée, je sors à la prochaine sortie, mais je ne suis pas encore capable. Mais qui t'a dit un jour? J'ai T'es lu... pas folle, non, t'es agoraphobe. J'ai été plusieurs années là, avec l'impression de vivre... Ben, pas l'impression, je vivais un cauchemar. Puis, à un moment donné, je me suis adonnée à lire un article dans un petit magazine, et puis ça me dépeignait noir. Je veux dire, c'était moi, là. C'était moi, puis c'était marqué agoraphobie. C'est ça que j'ai! Ah, oui. Quel soulagement! Oui, et c'est pas si... Mais... C'est parce qu'on a toujours très peur d'être fou dans la vie. On a tous peur d'être fou. D'être très malade. Oui, pas ce que j'ai, mais pourvu que je sache que c'est que j'ai. Ben oui. Alors, toi, tu as lu un article qui te t'écrivait, puis tu as dit, bon, définitivement. Mais c'est ça que j'ai. C'est ça. Puis je suis pas toute seule. Ma mère l'a lu en même temps, puis elle m'a appelée, puis elle a dit, sais-tu, ça ressemble à ça, ce que tu as, hein? Il y avait des numéros de téléphone, je peux vous dire que j'ai appelé. Puis, effectivement, j'ai rencontré d'autres agoraphobes, puis je me suis rendu compte que c'était ça, mon problème. Est-ce que c'est important? Je pense que ce qu'on fait ce soir est extrêmement important. Je pense que chez vous, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'est ça! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais quand même, il faut faire de la prévention dans le sens que c'est pas tous les anxieux qui deviennent agoraphobes. C'est la personne qui fait l'association dans sa tête. Mais la personne là qui est assise chez elle puis qui se dit, c'est ça, là, je suis agoraphobe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, c'est ça. Elle peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir, ça, c'est important. Ça, c'est important de le... Puis elle est pas... Premièrement, elle n'est pas folle. Elle ne mourra pas. Non. Puis elle n'est pas malade non plus. Elle ne fera pas de crise cardiaque. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir comment? Bien, elle va s'en sortir par différents moyens. À Montréal, on a beaucoup de ressources. Malheureusement, à l'extérieur, en province, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand ressources. C'est ce qui fait qu'on aimerait bien quand même que tous les CLSC, là, je donne la main quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis sur la ligne d'écoute. Une personne sur 80 est agoraphobe. Et même, il y en a plusieurs qui n'osent pas, qui en parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, qui ne consultent pas ou qui sont diagnostiqués. Il y en a qui sont agoraphobes. Mais tu sais, quand tu es une... Bon, je pense à moi, là, qui avait peur des voleurs, c'est passé. Mais j'avais très peur des voleurs. T'aimes pas ça? T'es une grande fille, tu sais, qui a des grands-enfants. Puis tu sais, tu dis... veux-tu regarder, tu dis à ta fille, veux-tu regarder en dessous du lit, je suis sûre qu'il y a un voleur en dessous du lit. T'aimes pas ça, t'as honte de ça, tu sais. Oui, je comprends. Ça fait peur, tu sais, tu dis... On perd notre autonomie et nos amis. Et nos amis, oui. Et nos amis, parce que quand ça fait 20 fois que tu leur donnes toutes sortes d'inquiétudes. Du fromage. Parce qu'ils comprennent pas, quand ça fait plusieurs fois, c'est ça. Quand ça fait plusieurs fois que tu dis, tes amis t'appellent, viens-tu, on fait une petite soirée, tu dis, ah ben là, j'attends de la visite. Ou bien, toutes les excuses sont bonnes. En tout cas, on devient des menteurs professionnels. Absolument, absolument. Ah oui. Puis là, c'est ça. Parce qu'on n'est pas capable de dire pourquoi on... Mais Micheline, toi, t'écoutes ça, t'es en plein dedans. Ça te donne pas de l'espoir? Ben oui. Ah oui. Ça, tu te dis? Moi, je crois beaucoup que je peux m'en sortir. Définitivement. Ça fait pas longtemps, là, mais que tu crois. Ouais. Parce que toi, tu es en thérapie, Micheline. T'es en thérapie où? Comment, là? Ben moi aussi, la thérapie, c'est par l'immersion. L'immersion. C'est de la thérapie de comportement. C'est ça. Et est-ce que tu fais ça avec un hôpital, avec... Non, c'est en clinique privée. En clinique privée? Oui, c'est ça qui est malheureux. C'est dispendieux. Moi aussi, je l'ai suivi, cette thérapie-là. C'est dispendieux. Moi, j'ai pas d'argent. Je laverais des planchers n'importe où pour le payer, ma thérapie. Je veux m'en sortir. Je me dis, c'est vrai que c'est dispendieux. Tout le monde qui ont des sous pour se payer, c'est ça qu'il faudrait arriver. C'est vrai, mais tu peux arriver à Montréal, il y a un hôpital où ils s'en donnent de la thérapie où ça ne coûte rien. C'est l'hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine. À Louis-Hippolyte-Lafontaine? Mais l'hôpital général, il y a quelque chose à dire sur ça, l'hôpital général. Moi, quand... Toi, ta clinique privée, c'est quoi?
On peut le dire. C'est le centre de psychologie behaviorale. Bois de Boulogne. Henri Bourassa, Bois de Boulogne. Oui. Très loin de chez nous, d'ailleurs. Très loin de chez vous. Bon, donc, toi, tu dans le nord de n'as Montréal, pas beaucoup de sous et tu payes pour ça. Oui. Et tu es prêt à faire des ménages. Ah oui, je suis prête à faire n'importe quoi pour le payer. Moi, je pense que Mais c'est court. on n'est pas obligé de suivre une thérapie pour s'en sortir. Moi, je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Parce que moi, je n'ai pas suivi de thérapie au centre de psychologie behaviorale. Mais je savais très bien qu'il était logique de dire, si tu as peur, il faut que tu y ailles. T'as peur? C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui savent le faire. Ça dépend jusqu'à où tu descends. C'est ça. Oui. Je suis capable de regarder. T'es pas toujours Ça dépend. T'es descendu très bas. Moi, je n'étais pas capable de traverser la rue, là, puis je n'étais pas capable d'aller au dépanneur. J'étais là, encloîtré. Mais moi, il y a une autre thérapie. Moi, j'ai faite personnellement, qui est le sport. Moi, je faisais 1 heure de natation par jour. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après, je suis tombé au jogging. Après, l'éducation physique. Ça m'a permis... Tu étais capable de te rendre à la piscine. Moi, j'aurais même pas été capable mais de me j'étais pas rendre à la capable au piscine. début de me rendre à la piscine. Il fallait que je force. Mais je savais que ma peur était illogique. Mais c'est ça, tu savais. Tu le savais, avec moi, je le savais pas, ça, j'avais pas compris. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En thérapie, c'est ce qu'on appelle Premièrement, en je thérapie. savais pas que j'avais peur. Ouais, moi. c'est ça. La première Ben, des tu choses. dis que Tu pensais quoi? Que j'étais malade. Oui, malade dans la tête. Malade dans la tête, ou malade ailleurs, le cancer, ou je sais pas quoi, j'étais sûre. Je me sentais tellement mal physiquement, parce que les malaises sont physiques, faut pas se tromper, ils sont physiques. Ils sont réels. Ils sont réels. Il nous Là, arrive tu dis, rien, j'ai on quoi, meurt là? pas, J'ai-tu des mais pierres au foie? Je digère jamais rien, j'ai mal à la tête, j'ai pu dire à mes parents, mon entourage, ils m'ont entendu dire au moins 1 million de fois, « Ah, je suis assez étourdie, là. » Ils ont dit, « Écoute, là, assis-toi, là. » Étourdie tout le temps. Puis je vivais aussi un phénomène d'étrangeté, là. Je me sentais comme en dehors de mon corps, tu sais. Je me sens... Ça, là, ça fait peur, là. Ça, Tu marches à côté de toi, tu dis oui. C'est ça, vous ressentez ça? Ah oui, ça fait Parce que peur. t'as jamais vécu, tu sais, tu dis, ben pourtant avant j'étais correct, j'avais pas peur de rien. Moi, la mort, j'ai jamais aimé ça, remarque, mais tu t'arrêtes pas à ça. Mais tu dis, moi, j'ai jamais eu d'accident en auto, j'ai jamais failli avoir un accident. Mais là, c'est parce qu'une petite peur, ça m'entraîne puis ça m'entraîne. Moi, je suis tendue dans le bas fond, là. Je pense pas que j'aille plus bas que ça. Mais là, je remonte tranquillement. Puis moi, j'ai suivi une thérapie, justement, à l'hôpital général, j'ai appelé, puis j'ai été très frustrée. Moi, la fille qui m'a reçue au téléphone a dit, bon, elle a exigé que je dise le salaire de mon mari pour fixer le prix horaire. Là, j'ai dit, ben, si je te le dis pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle dit, je peux pas te prendre. Ben, j'ai dit, c'est ça. Si j'ai pas d'argent, là, tu peux pas rien faire. Elle dit non. C'est malheureux. Quand j'ai dit, c'est ça, le salaire de mon mari, ben, elle dit, ça va être 45 l'heure. Puis là, je me suis dit, à un moment, je suis tellement mal, là, 45 Après ça, j'ai dit, ben, 45 l'heure pour ma santé, c'est pas cher. Bon. Là, finalement, je suis pas allée. J'étais avec une psychologue, ben, elle dit, je connais quelqu'un, j'ai un copain qui étudie en psychothérapie, qui a étudié les peurs, et puis il pourrait t'aider. Puis elle dit, à Longueuil, c'est pas loin de chez vous. Ben, je dis, mon Dieu, je vais y aller. Elle l'appelle. Fait que là, elle prend rendez-vous avec lui, je parle avec lui. Bon, moi, je suis allée pendant 7 semaines, 1 heure par semaine, en psychothérapie, justement pour régler mon problème de peur. Là, j'allais pas en auto, j'allais en autobus. Mais dans l'autobus, moi, j'avais peur parce que je dis, si je tombe, mais j'allais quand même, fallait que j'y aille. J'avais pas personne. Je suis allée pendant 7 semaines. Là, fallait que je paye 45 l'heure, fallait que je paye comptant. Fallait que j'avertisse 2 jours à l'avance au cas où j'aille pas, mais je peux pas savoir, moi. Là, au bout de 6 semaines, il dit, ben, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'ai dit, ça fait 7 semaines que je viens ici, tu m'as pas dit c'est quoi là, mon problème pour régler ma peur. Mais là, il a trouvé des bébites ici, des bébites là. Je suis venue mélanger, là, ça a amené des discussions avec mon mari, j'étais toute... J'ai dit, crime, je suis pas correct. Puis là, j'ai recommencé à travailler au mois d'août. Puis j'ai dit, là, c'est assez. Là, je me suis rassurée, puis j'ai dit, ben, tu sais, jusqu'à date, là, c'était pas si mal. Mais c'est quand j'ai lu l'article, moi, j'étais abonnée au lundi, fait que là, j'ai lu l'article que Christiane avait écrit, puis c'est ça qui m'a rassurée, parce qu'elle disait, à quelqu'un d'autre comme moi. Tu peux pas perdre connaissance. Puis elle avait eu exactement la même chose que moi, j'avais eu. En tout cas, puis j'ai appelé le lendemain. Moi, j'ai appelé le lendemain l'association, c'était au mois de septembre. Bon, il existe une association. Oui. Toi, tu es présidente. Vice-présidente. Toi, tu es présidente. Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites aux agoraphobes? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une soirée d'information, là. Christiane, elle anime à Montréal. Puis moi, je me suis jointe dans l'association derrière moi, ça fait que peut-être 1 an. Puis voyant le besoin des agoraphobes,
comme je demeure dans la région de Laval, je me suis dit, bon, mon Dieu, il est temps qu'on fasse quelque chose à Laval. J'ai fait des démarches, puis je remercie quand même le CLSC de Laval, qui m'ont accordé une salle pour donner de l'information. Donc, c'est surtout de l'information. C'est surtout avec des soirées d'information. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade. Exactement. Vous êtes agoraphobe. On leur dit c'est quoi l'agoraphobie. On décrit c'est quoi les malaises et puis c'est quoi le traitement, c'est où vous pouvez vous faire traiter. Mais principalement, c'est de l'information qu'on donne et aussi, surtout, beaucoup de motivation. J'imagine qu'il y a bien du monde qui vous appelle, qui vous écrit, qui dit « Je suis pas capable de me rendre à la réunion. » Oui. Ils appellent, mais ils ne se rendent pas. Ils disent qu'ils vont venir, mais ils ne viennent pas. Mais c'est quand même pas tous les agoraphobes qui en sont à mais ils peuvent venir accompagner. Souvent, la première fois, ils viennent tous. Vous êtes combien dans votre association? À date, on a 500 en règle, 5 à 600 en règle. Puis il n'y a pas eu de publicité, il n'y a absolument rien. Je sais qu'à Laval, moi, on a eu une réunion, là, dans un mois, 77 personnes qui se sont présentées. Il faudrait quasiment donner le numéro de téléphone à Mme Bertrand. C'est-à-dire qu'ils peuvent téléphoner à Radio-Québec et on va leur donner le numéro de téléphone. Ça va avoir beaucoup d'appels. Parce qu'il y a beaucoup de gens... un article tout petit dans le journal, on est débordé d'appels. Moi, je suis sur la ligne téléphonique on a une ligne d'écoute téléphonique. Oui. Les gens peuvent nous rejoindre du lundi au vendredi entre 9h et 5h. Il y a une personne bénévole qui est là. Alors, si la personne ressent le besoin là, de se faire réconforter, on est là. Présentement, on ne peut offrir le service que de 9h à 5h parce que c'est du bénévolat puis c'est pas toujours facile. Mais au moins, on est là du lundi au vendredi. Ça prend quand même un agoraphobe pour comprendre. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, où est-ce que tu en es, là, Gisèle, en ce moment? Moi, j'en suis, là, j'ai travaillé très fort de moi-même parce que là, je me suis dit, Gisèle, tu es en excellente santé mentale et physique. T'as pas mal à nulle part, puis ta peur, tu peux la contrôler. Puis il nous arrive jamais rien. Puis il nous arrive jamais rien. Moi, j'ai un frère qui est décédé tragiquement au mois d'avril, puis je vous assure que je lui parle souvent. Puis là, j'ai traversé le pont Jean-Cartier, j'ai dit, Nelson, aide-moi à traverser le pont Jean-Cartier. Parce que j'en étais, là, tiens, comme ça, avant de... Je suis arrivée ici à 5h20, parce que j'avais peur. Mais là, je suis rendue... L'avion, ben là... Je vais aller me promener, mais je ne vais pas en avion. Là, j'ai peur. L'avion, je suis très insécure. Mais là, j'ai peur de quitter la maison, d'aller ailleurs. Si je suis malade, c'est qui va me soigner? Parce que j'ai eu cette peur-là. Tu sais, je te disais tantôt... Mais là, pendant que tu dis ça, Gisèle, j'entends tous les gens chez eux dire... Je suis comme ça, moi. Qui est-ce qui va me soigner si je vais à Miami? Si je vais à New York, qui est-ce qui va me soigner? Si je vais à Saint-Sauveur, qui est-ce qui va me soigner? Si je suis malade. Ça en est, ça, une forme d'agoraphobie. Bien, c'est ça, c'est l'insécurité. Anticiper la peur. Oui. C'est ça. C'est ce qui amène tous les malaises. C'est ce qui les provoque. C'est comme des mais tu comprends? Prenez, je pense à tous les gens qui vous entourent. Et ils se disent, mais comme moi, il n'y en a pas de voleurs. Tu sais, il y en a une fois par mois. Alors, mais ça guérit pas de se faire dire. Non. On a oublié de parler aussi quand même des facteurs, hein, quand même. C'est évident que si tu as vécu avec une mère qui est anxieuse, tu as des bonnes prédispositions à être anxieuse. Donc, là, tu viens de dire quelque chose. Merci, tu viens de dire quelque chose. Moi, ma mère, elle avait tellement peur des voleurs. J'ai été élevée par une mère qui avait peur des voleurs. La peur de l'orage, la peur de tout. Fait que ça t'amène à développer d'autres peurs. La peur du tonnerre. Mais j'ai peur du tonnerre. J'ai peur du tonnerre. Peur du vent. Moi, j'avais peur, là, quand il montait fort chez mes parents, là, parce que j'avais entendu dire que si les fils électriques se touchent ensemble, ça ferait un court-circuit. Moi, j'avais peur de ça, j'avais peur du vent. Puis là, on m'avait dit, quand il va mouiller fort, si l'eau pénètre ces fils électriques, la maison va brûler. Fait que moi, j'avais peur de ça. Moi, j'avais peur de manger le soir parce que j'avais peur de mourir. Mes sœurs mangeaient, puis il y avait bien du fun. Ils m'en parlent encore aujourd'hui. Moi, je buvais du crème soda à grosse bouteille parce que je disais, je vais digérer. Mais c'est ça. Puis là, maman, nous autres, on a été élevés, mon père travaillait à l'extérieur, puis ma mère, elle nous a élevés pratiquement seule. Là, ben, puis tu vois, elle avait peur de la pluie, puis elle avait peur du vent, puis elle avait peur du tonnerre. Elle nous faisait élever, puis elle nous faisait dire le chapelet, puis elle faisait des croissettes sur le poids. C'est des peurs, tu sais, des petites peurs, mais que moi, j'ai contrôlées. Tu sais, à un moment donné, les enfants arrivent, tu ne vas pas leur faire peur. Moi, je ne voulais pas qu'ils aient peur. Mais ça reste là.
Ah bon, ça c'est bon ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai élevé mes enfants en disant « Oh, que c'est beau le tonnerre! Oui. Alors que je tremblais Oui, comme ça! oui, oui. Mais c'est Puis là, parfait. tu leur dis... Ils doivent pas avoir peur. Ils n'ont pas peur, Non, eux autres, non. mais moi je continue à avoir peur pareil. Quand on a eu la grosse grêle il y a 2 ans, là, moi, j'ai manqué mourir de peur. Mais mon jeune était dans la fenêtre, dans la porte patio, il regardait ça, puis il trouvait ça le fun. Mais par contre, mon monde était tout à la maison. Ça fait que là, au moins, j'étais pas inquiète du mari qui était sur la route, la fille qui n'est pas arrivée de l'école. Mais ça, c'est une peur. Tu sais, je veux dire, c'est pas une agoraphobie, c'est une peur. Qu'est-ce qu'on peur réelle, mais quand même. il y a pas Oui. Mais t'es déjà... Oui. Le tonnerre tombe. Oui. Donc, tandis que Non, mais c'est parce que c'est ce qu'on des... disait, moi, je pense que c'est surtout la question que c'est transmis de C'est cette transmis. façon-là. Oui, On parlait parce que moi, je veux dire, chez moi, mes parents étaient très craintifs, puis c'était, bon, ben, va pas là, puis non, fais pas ça, puis tu y penses pas, voyons, il y a de la drogue, là, il y a de la C'est drogue, dangereux. c'est dangereux, va pas là, puis que je te vois jamais aller là, puis que je te vois pas ici, que je te vois pas là. À un moment donné, ben, ça rentre ici, là, mais ça sort pas nécessairement, là, ça, tu sais, ça... Est-ce que vous pensez... C'est pas tout le monde que... Non, non, Leurs non, parents, non, c'est ça. Ils ont créé leur peur parce que, moi, je veux dire, j'étais peureux jeune, mais je peux pas dire que mes parents étaient peureux. Non. Parce que moi, j'ai un de mes frères, il est pas peureux du tout, mais pas assez peureux, peut-être. Ouais. Tu sais, c'est... Fait qu'on peut pas dire que c'est nos parents parce que... Est-ce que vous considérez tous comme des anxieux? On a tous, avant d'être agoraphobe, on a tous très été hypersensibles. C'est ça qu'on parlait tantôt des facteurs. Qu'est-ce qui amène à l'anxiété? On a des prédispositions. Oui, il y a des prédispositions. Si tu as eu une mère qui est anxieuse, il y a par contre l'environnement aussi, là, dépendant de ce que tu vis. Et psychiquement, comme on parlait tantôt des peurs, là, si tu as vécu des petites peurs là, que tu ne te souviens pas quand tu es jeune, il y a possibilité que ça fasse surface. Fait que c'est pour ça que quand même, on parlait de thérapie tantôt. Là. Moi aussi, je l'ai suivi, la petite thérapie quand même. Elle est très bonne, la thérapie, où tu te mets en situation de peur, où tu te mets en immersion. Par contre, c'est pas suffisant. Parce que ça t'aide à contrôler tes phobies. Tu apprends à éliminer tes phobies. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton anxiété? Ton anxiété, il faut que tu... C'est vraiment, tu vas arriver à être bien. Dans un siècle où les Valium, Exact. les Valium, ça, paraît-il que les femmes au Québec avalent des tonnes de Valium. Alors, est-ce que c'est pas facile de dire, ou bien je prends un petit coup, ou bien je prends un petit Valium ou un petit activant, puis là... Mais oui, on sait, les gens s'évadent. Mais là, est-ce que ça, là, ton petit activant puis ta petite Valium... Mais puis je l'aime de temps en temps. Non, mais pas une. J'en prends une demi. Oui. Puis je l'aime de temps en temps. Mais tu t'aimes pas quand même. Oui. Mais l'agoraphobie reste là. Mais ça, tu calmes ton symptôme. Oui, c'est ça. C'est parce que... C'est ça, il faut faire quelque chose. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé comme moyen mécanique de... Les médicaments. Des médicaments. J'ai été surmédicamentée. À un moment donné, c'était une trentaine, une quarantaine de pilules par jour. 40 pilules par jour? Oui. Oh, mais là, c'est quand même... Dans le cas des agoraphobes, il faut dire que les agoraphobes, quand même, sont déjà très peureux. Habituellement, dans l'ensemble des agoraphobes, les gens ne... Oui, mais elle était en milieu psychiatrique, là. Ils n'ont pas peur des pilules tant que ça. Mais pas de leur femme Écoute, quand t'es rendu, là, tu te couches en dessous de ton lit, puis qu'il te dit, moi, te donner une pilule, puis tu vas guérir. T'es prends les pilules. Oui, je elles le viennent quand même, Micheline, mais c'est t'es peut-être prends. un cas particulier quand même. Tu sais, dans l'ensemble des agoraphobes, moi, je le sais, je suis quand même sur la ligne d'écoute. On rencontre des agoraphobes. Je te dis pas que je suis générale. Non, non. C'est pas Peut-être que moi, je pense aux gens qui écoutent quand même, là, tu sais. Il faut quand même pas généraliser. C'est ça, c'est pas tous les agoraphobes qui ont pris des pilules, parce que moi, je n'ai pas pris. Moi non plus, j'ai eu une peur morbide des médicaments. Donc... Bon, écoute, je pense que le problème de, si je comprends bien Micheline, là, c'est que son agoraphobie est devenue tellement intense qu'elle est allée, t'es allée dans un milieu psychiatrique et là... Puis dépendant de ce qu'elle avait pensé vécu dans son folle. environnement aussi. Ben, mes comportements, je veux dire, parce que je disais, parce que j'étais complètement décrochée. Moi, j'étais plus en l'année... bon, j'avais pas suivi tout le temps que je suis restée chez nous sans sortir avant de me rendre à l'hôpital. Moi, je suis arrivée là, j'étais encore à l'école d'après moi, mais ça faisait quand même 3-4 ans que j'allais pas à l'école. C'est sûr que par les comportements, puis parce que je pouvais dire, ils ont dû trouver des symptômes de maladie Mais te sens-tu mentale. beaucoup mieux, là? Beaucoup, non? Mieux, Non, mieux. Oui. Tu sens mieux. Oui. Mais Par rapport Micheline à cette est un cas époque-là, oui. extrême, quand même. C'est de ça, l'agoraphobie, oui. tu sais, Oui. C'est évident pour Mais les gens est-ce que qui t'as pas, écoutent, toi, là, quand est-ce que t'es pas venu tout près d'être un cas extrême? Oui, jusqu'à un certain point, oui.
Tu sais, parce que qu'est-ce qui manque, là, entre le cas extrême puis... Parce que c'est vrai qu'il y a des degrés quand même. T'as des degrés. Il y a des gens qui deviendront jamais comme ça, mais Ben, qui vont avoir c'est des ça, mais difficultés quand c'est même. comme quand les gens qui s'en sortent. Il y en a qui s'en sortent après 25 ans, d'autres après 2 ans, d'autres après 1 an, d'autres après 6 mois. En tout C'est la cas, même pour du chose. monde peureux, Mme Bertrand, je te dis qu'ils n'ont pas eu peur des caméras en Jay West. Ah, non, ça, ils n'ont pas peur de ça. En tout cas, la semaine prochaine, les enfants expliquent la drogue aux parents. Ça déniaise, hein? Oui, émission qui c'est déniaise ça, pas mal. c'est ça. Ce soir aussi, d'ailleurs, ça déniaise pas mal. C'est une émission de Moi, ça va déniaisage, dire. comme dirait Violette. Mais c'est sûr que tu es un cas extrême, mais est-ce que c'est pas dangereux quand on commence de devenir, justement... Pas nécessairement. de continuer de finir par ne plus sortir de la maison? Wow!